Chapitre 9. La régente, la dottoressa et la strega. Maddalena s'était éveillée avant l'aube et n'espérait pas retrouver le sommeil. Gemma, endormie, lui paraissait plus étrangère, et la présence toute proche de sa petite main Fiammetta, juste derrière la porte, qu'elle imaginait dormir avec son air sempiternellement réprobateur, la dérangeait. Dans cette chambre somptueuse, elle se sentait déplacée. Ce déplacement d'ailleurs était probablement ce qu'elle avait recherché. Gemma lui offrait le tourbillon de ses sentiments à fleur de peau, de son mode de vie où la seule règle était de n'en suivre aucune, de ses dizaines d'idées à la minute. Il était facile de s'oublier auprès de Gemma, il suffisait de la suivre, de se remorquer à son éternel mouvement et de s'enivrer de son instabilité perpétuelle. C'était un remède très efficace contre son propre mal, tout comme elle pensait être un remède efficace contre le mal de Gemma. Mais ces effets bénéfiques étaient eux-mêmes instables et temporaires. Il suffisait que Maddalena s'absentât pendant une demi-journée pour que Gemma se sentît de nouveau abandonnée, trahie. Et il suffisait que le mouvement perpétuel de Gemma s'arrêtât, par exemple quand elle dormait ou quand elle s'abrutissait d'oubli, pour que Maddalena fût à nouveau submergée par le désir puissant, profond, vaste comme une marée montante, de tout arrêter. C'était le cas en cet instant. Elle sentait monter en elle, comme une eau fade et tiède qui diluait et désagrégeait tout ce qu'elle avait cru solide, le désir vague de sauter du haut de la terrasse de Gemma. Elle n'allait pas le faire, bien sûr, mais elle jugeait au fond d'elle-même que c'eût été de loin l'acte le plus sensé qu'elle pût accomplir. Depuis l'épisode des poèmes draconiques, elle avait pris sa propre écriture en horreur. Plus Gemma s'extasiait de sa facilité à écrire, plus les Marsiliens s'engouaient de cette mode absurde, plus Maddalena se méprisait elle-même. Elle savait combien la haute poésie s'entourait de silence, combien sa lente gestation était muette. Elle savait qu'il fallait, pour la faire naître, se tenir immobile sur les marges, à cheval sur le vide, saisie de vertige et tremblant d'effroi. Elle savait que les vers qui tombaient au pied de la Grotta dei Morti ne valaient pas l'encre d'or pour les recopier, et que tout ce décorum bruyant, volubile, tous ces adjectifs ronflants, ces grandiloquences unanimes, n'étaient que le sceau de l'infamie et de l'imposture. Elle le savait, mais qu'y pouvait-elle? Ils étaient si nombreux. Les aristocrates en général, et les poètes en particulier, lui apparaissaient comme un troupeau stupide, où chaque mouton se croyait différent de tous les autres, unique, sans se rendre compte qu'il suivait la direction générale. De tous ces bêlements, certes différents par leur tessiture et leur énergie, mais interchangeables au fond, tous aussi dépourvus de sens les uns que les autres, de tous ces bêlements, que resterait-il dans 20 ans, dans un siècle? Toute cette littérature écrite par tous ces aristocrates persuadés d'avoir quelque chose d'essentiel à dire n'était qu'une blanche traînée d'écume sur la mer. Sa poésie n'était qu'écume, elle surgissait d'une vague, déferlait et mourait avec elle, mousse disjointe, à peine formée, forme blanche, fantomatique, qui ne surgissait qu'un instant du néant pour retourner au bleu changeant de l'immensité. Et toute sa vie était construite sur cette écume. Elle était Maddalena d'Albano, elle écrivait des poèmes qui versaient sur le cœur du public, de ces petits frissons de sentiments futiles et sans conséquence qui ne l'imprégneraient jamais en profondeur, qui n'imprimeraient jamais rien en lui, mais qui couleraient à sa surface, indolores et éphémères comme des perles d'eau glissant sur une feuille de lotus. Il eût fallu avoir le courage d'en finir, soit avec la vie, soit avec l'art. Le prince Guaspare était l'aristocrate qui l'avait toujours le plus attiré, et si elle était tout à fait honnête, les sentiments qu'elle entretenait pour sa sœur n'étaient pas totalement étrangers à cette fascination initiale. Guaspare avait eu le courage de s'arrêter de peindre, d'arrêter de participer à ce bavardage, à ce barbouillage collectif
qui secouait Marsilia comme un spasme, la forçant à se vider par tous les orifices de toutes ces matières informes, qui n'étaient précieuses que dans l'esprit du malade et qui donnaient la nausée à tout le monde. Car c'était une maladie, oui, une malédiction, que cette logorrhée qui les faisait tous créer, créer sans cesse, créer pour créer, dans un mouvement sans fin, frappé d'une terrible, d'une irréductible inanité. La prose de ses contemporains l'incommodait peut-être encore plus que la sienne, à de rares exceptions près. Elle reconnaissait dans leurs textes les tics et les défauts de son propre style, qui n'étaient que ceux de son époque. Quand elle était assez forte, elle retrempait son âme dans les auteurs du passé, et s'abîmait dans la lecture, obscurément soulagée par ces mots lointains, qui lui arrivaient comme purifiés par les espaces de silence et de mort qu'ils avaient traversés. Elle se jurait de demeurer là, dans ce rôle de réceptacle passif où son âme mystérieusement s'élargissait. Mais la démangeaison affreuse la reprenait toujours tôt ou tard, et le spasme, ce spasme de l'esprit traversé par une idée qu'il doit expulser. Elle ne pouvait pas ne pas écrire, qu'ils eussent du génie, seulement un peu de talent ou parfois pas le moindre, cela ne changeait rien. Les aristocrates étaient condamnés à la création. Le monde entier n'était-il pas le balbutiement, l'éructation intempestive de quelques dieux incontinents? Fatiguée d'être elle-même, presque jusqu'à la nausée, Maddalena regarda Gemma qu'un rayon de lune éclairait en partie. La jeune femme, quand elle dormait, paraissait plus jeune, presque une enfant. Les artifices de sa parure et de son maintien, ses manières, son jeu compliqué d'expression, semblaient dissous, dilués dans la lumière argentée qui la révélait. Maddalena se sentit émue par la courbe enfantine du menton et le pli du cou. Les yeux affolés paraissaient, comme s'ils étaient prisonniers des paupières, chercher à droite et à gauche, dans un mouvement effréné, le moyen de s'évader. Et cette impression de contrainte n'émanait pas uniquement des yeux. Toute, elle était enfermée dans son cauchemar et luttait silencieusement pour en sortir. Des gémissements presque inaudibles perlaient de sa bouche, et sa petite tête s'agitait sur la percale de l'oreiller dans une flaque laiteuse de dentelle et de lune. Maddalena, mue par le désir de soulager sa compagne, lui toucha la joue, et Gemma instantanément s'éveilla. Le visage se recomposa dans l'ombre, les traits reprirent le masque de la conscience, elle vieillit de quelques années, en une seconde, et elle sourit. « Merci » souffla-t-elle. « Merci de m'avoir réveillée. Je faisais un terrible cauchemar. »« Je sais, » dit Maddalena. La principessa demeura un bref moment songeuse, comme s'il lui fallait un peu de temps pour congédier les hôtes indésirables qui avaient peuplé son esprit. Puis elle s'assit contre une pile d'oreillers et dit d'un air enjoué « Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais de mon idée hier soir. »« Ton idée de partir pour la Villa Lorenziana ? » ?»« Oui. Je n'en peux plus de ce palais. J'ai l'impression que le fantôme de mon père me tire par les cheveux pour m'entraîner avec lui au fond de l'abysso. Nous sommes trop près de la mer, trop près de lui. Je veux aller à la montagne, dans cette ville-là qui n'a encore jamais été habitée. Ce sera merveilleux, tu sais, d'inventer une manière d'y vivre parmi les citronniers et les pins. » Maddalena accueillit cette idée étrangère comme on prend un navire, pour fuir. « Tu n'as pas peur du zoccolo ?»« Si, un peu. Bon, pas vraiment. Je trouve ça excitant de se trouver aux premières loges. Et puis, tous les aristocrates nous emboîteront le pas. » « Tu crois ? Ils seront bien obligés. Tiens, je vais organiser un festival du zoccolo. Nous présenterons le déménagement comme provisoire. Mais moi, je ne compte pas rester ici, avec Fabio dans les pattes. La partie administrative de la régence m'ennuie. Je ne veux m'occuper que de l'art. » Maddalena sourit, séduite par cette échappée belle. « Tu pourras écrire là-bas, » poursuivit Gemma d'un air câlin. « Écrire quelque chose de nouveau. Le livret d'un opéra, peut-être. J'aimerais qu'on joue un opéra pour le festival. » Cette fois, le sourire de Maddalena se transforma en rire. « Un opéra ? Rien que ça ? Je voudrais que des aristocrates venus de tous les arts collaborent. J'ai entendu dire que Gabriele Baccio composait fiévreusement dans sa retraite. J'irai le voir. Et pourquoi pas demander à une école de peinture et d'architecture de faire les décors ? Qui pourrait être en extérieur, dans un jardin ? Les hauts couturiers feront bien sûr les costumes,
Il y aura de la danse, et la fête sera confiée aux gastronomes et aux érotistes. Je rêve de cette union de tous les arts. Ce serait une collaboration unique dans l'histoire de Marsilia. En hommage à ton père? En hommage au Zoccolo, ce qui revient au même. Tu vois, nous passerions nos journées dans l'effervescence de la création, et le reste du temps, en promenade, en banquet, en fête, loin des tracas, loin des marchands. Il y a des gens qui s'occuperont très bien de la cité. Le consigliere? Oui, il est parfait. Maman l'adore, et il ne me refuse rien. Mais je ne supporte pas de le voir tous les jours, avec ses habits mal ajustés et sa mine éternellement sérieuse. Je ne supporte pas le voisinage de Fabio non plus, ni surtout de cette peste de Nicolina, ni de croiser la mine réprobatrice des aristocrates conservateurs qui n'ont toujours pas digéré ma politique en faveur des arts mineurs. Bref, qui m'aiment me suivent. C'est là-bas que tout se passera. Et les plus maussades, les plus critiques, seront bien obligés de s'incliner quand mon opéra éclatera. Maddalena était plus qu'à demi convaincue. Gemma, malgré toutes ses fragilités, était capable de déplacer des montagnes. « Il va nous falloir beaucoup d'argent, dit-elle. »« Oui, répondit Gemma d'un petit air buté. Je sais. C'est bien cela qui m'ennuie. Il va falloir négocier avec mon frère, et ça sera probablement la partie la plus difficile. Tu penses qu'il refusera de te financer? Je pense qu'il veut me nuire par tous les moyens possibles, et qu'il suffira que je demande quelque chose pour qu'il me le refuse. Ce fut au tour de Maddalena de rester un moment songeuse. Écrire un livret d'opéra. L'idée caressait sa vanité, bien sûr, car cette participation pouvait lui valoir la gloire et la postérité. Mais elle venait la toucher aussi dans un lieu plus profond. Elle sentit que son cerveau, de manière totalement autonome, venait de s'emparer de cette idée, de la faire sienne, de la digérer, de se l'incorporer. Un germe avait été déposé là, et les germes d'œuvres étaient toujours, invariablement, des promesses de chef-d'œuvre. Le jeune Luca s'acquittait de ses nouvelles fonctions à merveille. Le signore Calbi, que tout le monde ici appelait respectueusement consigliere, comme s'il s'agissait d'un titre plus princier que maestro, l'avait assigné tout naturellement au courrier. Luca avait d'abord été un peu surpris, déçu peut-être que cet affable monsieur qui avait été si généreux pour lui ne le prit pas à son service personnel. Cependant, il le voyait tous les jours, car l'une des clauses de son contrat, un contrat moral, oral et, comme Luca l'avait fort bien compris, tout à fait officieux, était de venir le voir tous les jours avant de remettre le courrier au prince Fabio et à sa famille. Le reste du temps, il pourvoyait, avec tous les autres postini, à l'envoi et à la réception des nombreux billets doux, lettres, notes, dossiers, projets, cartes illustrées, portraits ébauchés, poèmes d'insultes et autres parchemins mystérieux que les aristocrates s'envoyaient tout le long du jour. Luca eut tout d'abord l'impression que de faire fonctionner le courrier était véritablement le premier souci des aristocrates. Puis il comprit que les cuisines, les bains, la blanchisserie fonctionnaient également à plein régime et que les aristocrates constituaient seulement une classe oisive et dispendieuse qui ne regardait pas au travail donné et qui était âpre au plaisir comme d'autres sont âpres à l'argent. Au bout de quelques jours, quand il se fut familiarisé avec la géographie particulière du palazzo et notamment avec le dédale du quartier dell'Arte, il put enfin lever le nez pour se gorger des beautés innombrables qui lui étaient dévoilées. Une semaine auparavant, il ne connaissait le palazzo que de l'extérieur, frémissait d'une joie sacrée à la vue d'un aristocrate et ne se lassait pas d'admirer les nuées de petites mains qui descendaient les degrés de la porta prima. Aujourd'hui, croiser un aristocrate lui arrivait 50 fois par jour. Il arrivait même qu'il dût leur adresser la parole, voire les appeler par leur nom. Certains lui donnaient un sourire, une pièce ou une pâtisserie délaissée, d'autres des remontrances aigres qu'il oubliait vite, comme une averse sans conséquence. Les petites mains étaient ses égales, il s'était déjà baigné 2 fois dans leurs termes attitrés et avait cru mourir de plaisir en voyant tant de jeunes filles nues, libres et bavardes à travers les vapeurs de l'eau chaude. Pour l'heure, il se dirigeait gaiement vers les appartements du consigliere, qu'il trouva, comme toujours, le nez dans des paperasses dont il ne comprenait pas comment elles pouvaient rester propres, parmi les miettes de gâteaux et les boissons sucrées qui constituaient leur environnement immédiat. « Consigliere, dit Luca respectueusement, il y a des lettres aujourd'hui.
et aussi un message, mais qui n'est pas écrit celui-là. La Strega de la rue de l'Achevoire, la marchande d'oubli, voudrait que vous passiez la voir. Lazzaro enregistra l'information, la considéra d'un œil satisfait, et prit un premier paquet, constitué des lettres qui lui étaient destinées. Leur nombre quotidien augmentait de jour en jour, et Calby se dit que, très probablement avant qu'il soit longtemps, il passerait l'essentiel de ses journées à répondre à son courrier. Il déposa ce paquet épais sur un coin de son bureau, et tendit les mains, non sans les avoir préalablement essuyées, pour se saisir plus délicatement d'une autre liasse, composée celle-là des lettres destinées à Fabio Albaregno. Avec l'aide de Luca, qui s'était révélé d'une adresse remarquable, il avait mis au point un système infaillible pour ouvrir discrètement les enveloppes. Un nécessaire à oubli, acquis à prix d'or, pourvoyait une vapeur suffisante pour décoller certains seaux, et une flamme habilement dosée permettait de recacheter la lettre sans presque aucune trace. Cette opération délicate prenait du temps, mais valait la peine que l'on prenait. Lazzaro, grâce à ses indiscrétions, avait compris l'ampleur de la sédition de Fabio et surtout son degré important de précision et d'organisation logistique. Différentes factions au palazzo se montraient très ouvertes pour une réorganisation des services et une réattribution des espaces, et Lazzaro avait fini par comprendre que le quartier dell'Arte, tel qu'il était, ne figurait pas parmi les plans d'avenir de Fabio. Il conserverait sans doute le cœur historique du quartier, mais sa surface serait réduite de plus de la moitié, et le nombre d'artocrates qu'il devait abriter passerait de plusieurs milliers à quelques centaines. Où donc Fabio comptait-il mettre les artocrates restants? Lazzaro imaginait divers scénarios, dans lesquels les artocrates les moins productifs cessaient d'être logés et payés, et devaient retourner à Marsiglia dans les modestes maisons que leur enfance avait habitées. Une des lettres du jour émanait du capitaine de la garde, et malgré le sceau officiel, Lazzaro et Luca en vinrent à bout en quelques minutes. L'officier progressait à pas rapides dans son enquête sur la mort du roi, et ne rendait de compte qu'au prince. Il avait découvert la porte de communication entre les appartements royaux, et cette petite idiote de Graziella avait avoué toutes les consignes de surveillance qu'elle avait reçues, sans d'ailleurs les respecter. Le capitaine avait également découvert, la mère savait seule comment, que les dernières visites au roi avaient été celles de Rigarda, immédiatement suivies de celles de Sofia Calvenzano. Il demandait à Fabio la permission d'interroger la dottoressa. Lazzaro soupira, inquiet. Fabio, par cercle concentrique, se rapprochait de la vérité. Mais qu'arriverait-il s'il la découvrait? « Merci, Luca. Tu peux apporter les lettres au prince à présent. » Le jeune homme se saisit, sans demander la permission, d'un baiser du prince. « N'oubliez pas de passer chez la Strega, dit-il. Elle semblait agitée. »« Oui, merci. Je vais devoir faire le tour des vieilles dames. »« Le bonjour à la signora Calby, dit Luca en partant, et Lazzaro ne lui répondit pas, car il tenait entre les mains une lettre qui sentait le sel et les épices exotiques. C'était bien la première fois que Guaspare lui écrivait, et il décida d'ouvrir cette lettre en premier. Consigliere, vous êtes l'homme de confiance de ma mère, et je ne vois pas à qui d'autre je pourrais aujourd'hui écrire pour essayer de prévenir la catastrophe. J'ai rencontré ce soir les savants étrangers qui étaient arrivés à bord de la Liberta et qui ont réalisé des relevés et des expériences dans la zone du Zoccolo. Ils ont quitté l'île précipitamment, le lendemain des funérailles de mon père, car ils sont certains qu'une éruption majeure va dévaster l'île dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils prétendent avoir laissé un mémoire à l'attention de ma tante, dont il vous faudrait prendre connaissance avant d'expliquer la situation à mon frère et à ma sœur. Je ne peux vous en dire plus. Nous poursuivons actuellement notre route jusqu'à Port Caris, où la reine doit débarquer pour tenter de se rendre en Albâtre. J'ignore encore à quelle date vous pourrez attendre le secours, tout relatif, de la Liberta. Je vous exhorte à prendre toutes les mesures que la prudence exigera et à mettre en sécurité le plus possible de Marsiliens. Ma mère n'a pas été informée de cet état de choses et je vous prierai de bien vouloir respecter sa tranquillité. Je termine cette missive à la hâte, afin qu'elle vous parvienne sans délai. Guaspare Albaregno.
La scène de la mort de Ridolfo, aperçue à travers le judas de la reine, hantait Rigarda. La réunion pathétique de ces amants si longtemps séparés et leur séparation ultime, définitive. Son propre frère, capable d'étincelles de lucidité, sombrant dans les eaux profondes de l'histoire, c'est-à-dire de l'oubli. Elle avait beau se répéter que ce geste était une miséricorde, que la vie de Lorenza en dépendait peut-être, que Fabio s'apprêtait à faire main basse sur le pouvoir contre le jugement de sa mère, toutes ces raisons dont aucune n'était suffisante pour envoyer quelqu'un à la mort, toutes ces raisons dont l'accumulation lui avait tourné la tête, lui apparaissaient aujourd'hui comme des prétextes insensés. Elle avait obéi au plus profond d'elle-même, à l'envie d'en finir, à cette lassitude extrême. Elle avait tué son frère parce qu'elle n'en pouvait plus d'être la sœur de cet être qui lui faisait subir depuis 20 ans la tyrannie de sa faiblesse et de son renoncement. Elle l'avait tué parce qu'elle avait envie qu'il meure. Et c'était cette conscience qui l'empêchait de dormir, et rien au monde ne pourrait la soulager. Elle cherchait désespérément quelque chose qui pût lui faire expier ce péché immense, mais rien n'était à la taille de son crime. S'enfermer dans sa crypte n'était pas suffisant. L'idée monstrueuse, qu'elle repoussait sans cesse, se formait naturellement dans son cerveau échauffé par le remords. Retourner voir la Strega, lui demander du morcenillier, s'allonger sur sa couche de pierre. La pensée de sa propre mort desserrait un instant l'étreinte de son étau intérieur. Les visions de la barque funéraire, flottant lentement sur le canale funerale, avant l'engloutissement final, avaient quelque chose de très doux. Une eau bienfaisante, accueillante, miséricordieuse, l'attendait dans l'abysse. Elle pourrait enfin dormir. Ce serait, enfin, l'élargissement. La visite de Lazzaro la surprit dans ses ruminations obsédantes, alors qu'elle était assise, immobile, sur son tabouret de musique. La mine sombre et le souffle court du consigliere n'auguraient rien de bon. « Consigliere, que diable peut vous pousser à affronter l'effort de cette descente et à venir troubler la paix d'une vieille femme ?» « Dottoressa, dit Calbi, en s'inclinant très bas, je venais m'enquérir de votre santé, qui ne laisse de nous inquiéter. » La vieille femme émit un petit claquement de langue. « Vous ne me la ferez pas, Lazzaro, pas à moi. Ma santé est le cadet de vos soucis, et vous avez besoin de moi pour une raison ou pour une autre. Dites donc ce qui vous amène, je vous enverrai promener, et vous pourrez remonter ces satanées marches. » Lazzaro sourit et se saisit d'une chaise qu'il plaça en face de la vieille dame. La crypte semblait encore plus sombre que d'habitude, et ses yeux mirent du temps à accommoder, dans l'obscurité. « J'ai reçu une lettre de Guaspare ce matin. Il a rencontré ces savants étrangers. » Une pointe de colère ranima les yeux fatigués de Rigarda. « C'est rustre, incapable de prononcer une phrase complète. »« Certes, mais ils ont fait une découverte importante qui concerne l'avenir de Marsilia. » Des souvenirs de cette désagréable conversation remontaient à la surface, importuns. Vous devoir lire chiffres volcans, études, travail nous important, deuil peut-être plus grand après, prendre papier, lire, donner reine, dangez-vous Marsilia, lire papier. Eh bien, qu'ont-ils découvert? Il semble que le Zoccolo soit rentré en activité depuis des mois, et que le phénomène du dragone ne soit qu'un préambule à ce qui va suivre. Une éruption? Mais cela fait des siècles que... Ils en sont sûrs, la coupa Lazzaro. Une éruption dévastatrice, dans moins d'1 an. Rigarda se mit à regarder à travers son interlocuteur, comme si une vérité lui apparaissait dans les airs. Évidemment, murmura-t-elle, c'est logique. La pression accumulée s'est partiellement relâchée avec l'éclosion du dragone, mais s'il s'agit d'un énorme bouchon qui fait encore monter la température et la pression. Ils vous ont laissé un mémoire. L'avez-vous consulté? Rigarda parut s'éveiller d'un songe. Mais oui, sapristi, ce vieux tas de papier graisseux, qu'en ai-je fait? Ah, oui, je m'en souviens, je l'ai donné à Fabio. Mais l'avez-vous lu? Non, je n'étais pas dans mon assiette. Ont-ils dit autre chose, ces savants? Non, je vais devoir vous laisser, Dottoressa, mais je reviendrai.
Je vais avoir besoin de vous pour mesurer toutes les implications de cette funeste nouvelle. » Rigarda hocha la tête. « Nous n'aurions pas dû tuer Ridolfo, » dit-elle. Elle avait prononcé cette phrase inattendue avec tant de soudaineté et de sincérité que Lazzaro eut presque envie de sourire. « Chut !» fit-il doucement. « Je vous en prie, ne dites pas des choses comme cela à haute voix. On pourrait vous entendre. Le capitaine de la garde est en train de faire une enquête à ce sujet, et je voulais d'ailleurs vous prévenir qu'il va venir vous interroger. »« Moi ?»« Oui. Vous avez été vu dans la chambre du roi peu avant sa mort. Il va vous poser des questions, et vous devrez être prudente dans vos réponses. »« Oui, Lazzaro, ne vous en faites pas. Nos petits secrets seront bien gardés. » Calby, hésitant, se leva pour prendre congé, et Rigarda l'accompagna du regard. Les images du gouffre bleu-vert et du lent engloutissement avaient cédé la place dans son imagination à une autre vision, celle d'un feu purificateur. La terre et l'eau l'avaient tenté, mais le feu et l'air prenaient possession de son esprit avec beaucoup plus de force. Le Zoccolo n'était-il pas associé par la populace à Ridolfo? N'était-ce pas là l'expiation dont elle rêvait, la mort idéale? Non pas une mort lâche, douce, silencieuse, mais une mort terrible et retentissante. Cette mort-là, oui, était à la hauteur de son crime. C'était une mort avec laquelle on pouvait faire quelque chose. Le magasin de la rue de l'Achevoire semblait être sorti brutalement d'un sommeil séculaire. Alors que Lazzaro s'attendait à trouver la Strega immobile derrière son comptoir immobile, parmi ses flacons dormants, dans les relents âcres et stagnants de ses potions aux ingrédients innommables, il trouva tout d'abord le magasin à sac, comme si un ouragan ou une bande de pillards était passé par là. Mais il comprit rapidement, en découvrant Santa assise par terre au beau milieu de coffres ouverts, parmi des piles et des alignements mystérieux d'objets divers, que c'était elle qui était à l'origine de ce grand vent de destruction qui avait soufflé sur le lieu. « Ah, ce n'est pas trop tôt !» dit-elle d'un ton impatient, en bondissant sur ses pieds. « Je ne sais pas ce que ces petits vauriens de Postino vous a dit, mais cela fait déjà 3 jours que je vous ai réclamé. »« J'en suis navrée, signora. Il ne m'en a fait part que ce matin. »« Je suppose qu'il a les nez en l'air et que vous l'accablez de travail. »« Et vous supposez juste. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au palazzo ? » ?»« Je suis une étrangère, une strega, une meurtrière. Pourquoi irais-je fourrer mon nez dans la gueule du loup ? Je n'ai rien à faire dans votre maudit palais. » Lazzaro pressentit que la conversation serait inconfortable, qu'elle ne lui offrirait pas à boire, ni même un siège, malgré la marche pénible qu'il avait faite pour la visiter. Il soupira involontairement. « Que vouliez-vous me dire de si urgent ? » « Rien que vous ne sachiez déjà à en juger par la petite lueur d'effroi au fond de vos prunelles, signore consigliere. Le Zoccolo va cracher la mort et la destruction sur vos fresques et vos statues, vos livres aux reliures d'or et vos jardins fleuris. Le Zoccolo est comme un enfer qui se déchaîne en ce moment même sous vos pieds et qui est en train de gravir la montagne pour sortir par la gueule. » « La gueule du loup ?» se hasarda Lazzaro. Santa le foudroya du regard et fit claquer sa langue d'un air de souverain mépris. « La gueule du dragon est triple buse. Il n'y a que les idiots pour faire des plaisanteries quand l'enfer est en marche. »« Est-ce pour m'annoncer cela que vous m'avez convoqué ?» Une ironie légère pointait dans le terme choisi, que Santa ne remarqua ou ne releva pas. « Non, je voulais vous prévenir que j'y ferme ma boutique et que vos aristocrates vont devoir se débrouiller autrement pour l'oubli. » « Où allez-vous ? Vous quittez Marsilia ? » ?»« Non, pas pour le moment, en tout cas. » Lazzaro attendit un moment, dans l'espoir que son interlocutrice s'épancherait davantage, mais elle n'en fit rien. « Mais vous fermez boutique, » reprit Lazzaro. « Oui, je voudrais me rendre compte par moi-même, toucher la terre, chercher les lieux où il serait possible de se réfugier. » Lazzaro la considéra gravement. Cette femme, qu'il avait toujours tenue pour intéressée, fermait un commerce extrêmement lucratif, sur lequel elle avait un quasi-monopole,
pour se consacrer à la recherche d'un refuge. Vous me surprenez à chaque fois, signora, comme votre fille. Je suis heureuse qu'elle soit en mer, loin de tout cela. J'espère que son imbécile de prince ne la forcera pas à rentrer. Il compte poursuivre son chemin jusqu'à Port Caris, en tout cas. Peut-être reviendra-t-il après. Après. Les dieux seuls savent vers quoi il reviendra. Peut-être pas vers la cité de son enfance. Vous craignez que cela arrive très bientôt? Vous avez toujours vécu dans l'opulence, signore Consigliere, vous et tous les Marsiliens. Vous n'avez jamais manqué de rien. Pour vous, ne pas manger pendant 3 heures est un problème, ne pas réussir à faire les plus beaux tableaux est une souffrance immense, dormir dans un bateau luxueux est une aventure extraordinaire, et traiter correctement vos petites mains est un acte de grande charité. Vous n'avez pas tort. Moi, j'ai été violée et battue un nombre de fois si grand que je ne peux pas les compter. J'ai tué mon père parce que je les haïssais et ma mère pour soulager ses souffrances. J'ai été condamnée à mort par mon propre peuple. Je me suis enfuie parmi des inconnus qui m'ont exploitée. Alors, ne m'en veuillez pas, mais je considère que vous êtes un peuple d'enfants. Que voulez-vous dire? Vous n'êtes pas armés pour la catastrophe. Vous ne savez même pas comment la penser. Vous ne vous êtes jamais préparés à la souffrance. Lazzaro attendait, interdit, la fin de la harangue. Santa soupira avant de dire « Que faites-vous quand vous êtes le seul adulte au milieu d'enfants qui ne voient pas le danger ?» Lazzaro hocha la tête. « Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que je peux vous aider ?» Santa éclata de rire. « Vous ? Il faudrait que vous perdiez 100 livres pour m'être utile dans ce que je vais faire. » Que faudrait-il faire sur place, selon vous? D'abord, il faut collecter les plus d'informations et réfléchir, signore Consigliere. Les êtres humains qui survivent sont ceux qui réfléchissent. Lazzaro sourit. Je devrais pouvoir faire ça. Je sais où chercher des informations sur le volcan. Où puis-je vous trouver? Vous ne pourrez pas. J'ignore où je vais. Voulez-vous que je sécurise votre magasin? Santa ouvrit grand ses yeux verts, dans une expression d'incrédulité et de fascination. Vous voyez, dit-elle, vous ne pouvez pas penser la catastrophe. C'est plus fort que vous. Vous savez avec votre tête, mais vous n'y croyez pas.